L'idée de Quartier de demain, c'est également de retravailler le rapport des habitants avec leur quartier en proposant de nouvelles façons d'y vivre, d'y évoluer, d'y grandir. On dit souvent que ces quartiers, ils sont en moyenne plus jeunes que la moyenne des quartiers français. En l'occurrence, on va parler, nous, des enfants, de l'espace qu'on leur laisse et qu'on leur propose et de comment ils et elles pourront l'investir. On va en discuter avec mes invités de cette ville à hauteur d'enfants. Marion Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en architecture, aménagement de l'espace et urbanisme, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Vous avez travaillé aux côtés de l'équipe Follet-Gautier sur le projet du quartier du Petit Séminaire à Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous. Nadja Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille également. Merci aussi d'être avec nous. Et Franck Poirier, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être là. Vous êtes architecte paysagiste, cofondateur de l'agence Base et vous avez travaillé sur le projet de Colmar. C'est ça ? Je dis pas de bêtises ? Tout va bien. Super. Je vous retourne la question très générique que j'ai posée au départ. Quelle place ils ont les enfants dans ces espaces qu'on a pu voir dans Quartier de demain ? Comment est-ce qu'on leur aménage aussi de la place ? Marion ? Non, pas Marion. D'accord. Franck ? Nadja ? Tout le monde se passe la balle ? Effectivement, les quartiers dits populaires ou les quartiers prioritaires de la ville sont des quartiers très très jeunes. Ouais. Et donc effectivement, il y a souvent des grandes fratries, il y a beaucoup d'enfants. Parfois, ils vivent dans une forme de promiscuité ou de conflit d'usage à l'intérieur des logements. Donc ça veut dire qu'ils ont un grand appétit, on va dire, pour occuper les espaces extérieurs, les espaces publics, quand bien même ceux-ci sont parfois mal pensés justement pour les accueillir. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont mal pensés justement, ces espaces souvent, concrètement ? Disons qu'ils ne sont pas suffisamment riches ou en tout cas qui ne permettent pas suffisamment d'intégrer, on va dire, une forme de corporéité à l'espace, c'est-à-dire comment le corps des enfants peut profiter sans risque et en toute sécurité de se déplacer dans l'espace, de se confronter, on va dire, de manière autonome, on va dire, à des modes de déplacement, à des jeux, à des formes de loisirs qu'on pourrait plutôt leur reprogrammer. Il y a un manque de programmation en fait pour la dépense physique, on va dire, entre autres, et puis pour aussi tout le côté relationnel, c'est-à-dire que comment les enfants commencent à se rencontrer de manière positive et collective au sein des espaces publics. C'est ça qui manque un peu. Comment est-ce qu'on peut justement mais ça manque aussi dans les centres-villes. Oui, ça ne manque pas que dans les quartiers, on est bien d'accord, c'est pas circonscrit au quartier. Mais comment justement est-ce qu'on peut faire changer ça, faire bouger ça ? C'est quoi les pistes, les techniques qu'on peut mettre en place pour faire évoluer cette approche ? Je continue. Continuez, Franck. Disons qu'il faut leur trouver on va travailler sur la question de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'il faut voir avec eux de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur permet de s'émanciper collectivement, quelles sont les fonctions qu'il faut leur proposer en libre accès, en libre service. Donc c'est vraiment une question de programmation en réalité. Nadja, sur cette question de la place des enfants et de comment leur faire de la place, justement. Oui, alors comment faire de la place, je pense que ça va au-delà d'une programmation pour moi, parce que c'est aussi, les enfants, en fait, ils sont peu malgré qu'il y ait effectivement beaucoup plus d'enfants qu'ailleurs, enfin, c'est une population très jeune, ils sont quand même hyper peu présents. On les voit rarement en extérieur, enfin, il faut aussi casser, je pense, pas mal de peurs parentales, sociétales, etc., qui leur donnent une vraie place, enfin, qui leur permettent de sortir plus librement. J'aime bien cette idée de sérénité plus que de sécurité. C'est un mot que j'emprunte à la charte Bienvenue aux enfants de la ville de Bruxelles, et je trouvais vraiment intéressant plutôt d'arrêter de parler de sécurité, mais en fait leur créer des espaces où ils se sentent sereins, où ils arrivent à se rencontrer sereinement, et pas seulement les enfants, les adultes aussi, parce que forcément si les adultes ne se sentent pas à l'aise dans ces espaces-là, les enfants ils n'y ont pas accès. Il faut qu'il y ait une mixité possible des usages, un possible partage de l'espace, c'est ça ? Exactement. Et il y a une question qui se pose aussi, c'est forcément celle du genre, c'est-à-dire que la question se pose de savoir est-ce qu'on laisse de la place aux enfants ou est-ce qu'on laisse de la place aux garçons. Je pense à notamment certains équipements qui sont destinés, par exemple les city-stades, qui sont plutôt destinés à faire du foot, où on voit plutôt des garçons. Comment est-ce qu'on gère cette question du genre, Nadja ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de gérer les questions du genre, mais ce qu'on voit aussi, effectivement, pour l'instant, les équipements qui sont proposés, c'est plutôt destiné à l'attention des jeunes garçons et des jeunes hommes. Les jeunes femmes, elles n'ont pas forcément
c'est les mêmes besoins et les mêmes envies. Par contre, moi, je vous parle depuis une petite lorgnette. Je ne me considère pas du tout spécialiste des quartiers prioritaires, mais c'est du terrain d'aventure qu'on a monté au parc de la Jougarelle. Voilà, du coup, c'est un espace de jeu co-construit entre adultes et enfants. Et là, vraiment, du coup, il y a des jeunes filles qui se sont senties autorisées à planter des clous dans des palettes ou des choses comme ça, parce qu'elles ont vu qu'il y avait aussi des femmes qui étaient là en train de faire la même chose. Donc, je pense aussi par l'exemple et par le fait si les personnes prennent place et s'autorisent à prendre la place, ça encourage aussi après les autres à le faire. Marion Serre, sur cette question de la place des enfants dans le projet à Marseille, est-ce qu'elle s'est posée? Comment elle s'est posée? Comment on peut y répondre aussi? Alors à Marseille, il y a exactement ce qui était dit tout à l'heure, c'est un phénomène dans ce quartier-là, en tout cas de rétractation dans les logements. Il y a tout ce qui se passait autrefois à l'extérieur, comme les anniversaires, Halloween, même les fiançailles, parfois même le culte pour certaines populations. Tout ça se passe soit à la maison, soit dans des centres sociaux, soit dans des salles louées. Donc il y a un vrai enjeu de proposer des espaces sereins, qui apportent la sérénité dont parlait Nadia. Et quand on travaille sur la question des enfants, ce qui n'est pas facile, en fait, c'est en tant qu'adulte de projeter pour. Parce qu'on ne regarde pas à la même hauteur, tout simplement. On ne mesure pas la même taille physiquement. Donc dire je vais concevoir un projet à hauteur d'enfant, ce n'est pas un concept en fait. C'est un truc qui est réel, qui est concret, qui est matériel. C'est que limite, il faut effectivement s'accroupir au sol pour voir déjà ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent attraper. Du coup, là où ils pourront grimper, courir, faire... un certain nombre d'activités avec leur corps. Et ça, c'est pas évident. Et pour moi, ça passe que par l'immersion. C'est en étant avec les enfants sur plein de temps différents qu'on va pouvoir vraiment comprendre la manière dont ils fonctionnent. Et j'irais même plus loin que ça. C'est John Dewey qui disait que les enfants ont des capacités particulières qu'on perd quand on est adulte. Et c'est vrai, parce qu'en fait, on perd l'instinct, la spontanéité par notre construction sociale, par la culture, par tout ce qu'on acquérit, on grandit. Et ça, se les remémorer, ça passe que en étant avec, parce que les enfants vont voir des choses qu'on ne voit pas, vont faire des choses qu'on ne fait plus. Et tout ça, ça passe par le être avec. Et donc... là-dessus, ce qui est aussi assez frappant, c'est que parfois, quand on se place du coup en tant qu'adulte à essayer de projeter pour les enfants, on va imaginer à leur place des imaginaires, des dispositifs, des choses qui vont être parfois un peu plaquées. Et moi, j'ai fait d'ailleurs parfois cette erreur. Et en fait, les enfants, parfois, juste des choses très simples. Ça va être beaucoup plus efficace que des choses bien plus compliquées qu'on aurait pu imaginer. Par exemple, simplement mettre un point d'eau dans un parc, ça va générer des batailles de pistolets à eau et ça va être génial et ce sera largement suffisant en fait. Et ça passe par tout ça. Donc ça passe aussi par les échanges, comme d'ailleurs à peu près tout dans Quartier de demain est beaucoup passé par l'échange. Ce que ça questionne aussi, Franck Poirier, c'est on l'a dit plusieurs fois, c'est le rapport entre le dedans et le dehors et de comment on recrée ces circulations et ces possibilités d'aller explorer dehors pour les enfants. C'est revenu là aussi beaucoup dans beaucoup de projets autour de Quartier de demain, cette porosité entre le dedans et le dehors. Justement, ça fait aussi partie du travail pédagogique parce qu'effectivement, il faut programmer des espaces qui sont appropriables. De manière accompagnée ou non pour les enfants, mais aussi faut lancer un vrai travail de pédagogie, et ce travail de pédagogie est totalement lié quand même à la programmation des espaces. Et pour changer la pédagogie parentale, c'est-à-dire qu'il faut que les parents arrêtent d'avoir peur pour les enfants, pour leur laisser une part d'autonomie, de liberté, de fréquenter les espaces extérieurs, il faut quand même créer des dispositifs spatiaux ou des conditions en tout cas appropriées pour lâcher entre guillemets et prendre le risque de lâcher ses enfants dans la nature. Voilà. Donc par contre, il y a nous ça fait 25 ans qu'on développe des aires de jeu pour enfants non standardisées, c'est-à-dire expérimentales, ou qui ressemblent justement à des abstractions. C'est justement pas des aires de jeu, on va dire, qui bloquent sur un imaginaire au premier degré, et qui copient un éléphant parce que ça doit ressembler à un éléphant, etc. On est plutôt sur des praticables qui permettent de faire des surfaces évolutives sur lesquelles on peut aussi revenir. C'est-à-dire que quand on grandit, en fait, généralement, tous les espaces ou toutes les aires de jeu pour enfants, on s'en lasse immédiatement parce qu'en fait, elles sont totalement stéréotypées. Au-delà du design, mais surtout, vous pourrez remarquer, c'est que l'enfant,
en fait, met son corps en mouvement de manière totalement linéaire et boucle absolument tout le temps et répète tout le temps la même gestuelle. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage, on grimpe, on monte, on glisse et on reprend comme un tourne-disque en boucle qui reprend, ou comme un lion en cage. Et donc, on sait très bien que ce système stéréotypé, en fait, il favorise effectivement pas l'imaginaire, pas la prise de risque, pas la prise d'autonomie, parce qu'on est toujours sous la surveillance visuelle de ses parents, etc. Donc c'est partant de ce constat que nous, on a un peu essayé de réinventer les aires de jeu pour enfants, justement, en partant du principe que l'enfant doit trouver ses propres parcours suivant les propres niveaux de difficulté par rapport à ses propres capacités, prendre de lui-même on va dire, la considération du risque qu'il est capable de prendre, et ensuite travailler en autonomie, c'est-à-dire que c'est totalement pédagogique, c'est que dans toutes nos aires de jeu, par exemple, il y a des trappes, il y a des dessus, il y a des dessous, et l'enfant disparaît. Et il doit disparaître, et finalement, il échappe au regard du parental, et il trouve une autonomie de jeu totalement. Donc on essaye de travailler cette pédagogie, dans évidemment des espaces qui sont des aires de jeu pour enfants, dédiées, parfois elles sont fermées, parfois justement on essaie de militer pour qu'elles soient ouvertes sur l'espace public. Mais effectivement, il y a tout un travail de pédagogie, y compris scolaire, à mettre en place pour que... En fait ce qui rend aussi les espaces insécures, notamment dans ces banlieues, c'est la peur. Les gens ont peur, donc l'insécurité prend le dessus. Mais en réalité, c'est un peu stigmatisé. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un peu de délinquance, il y a un peu d'incivilité, mais c'est vraiment quelque part dans une moindre mesure, et c'est des épiphénomènes en termes de nombre d'habitants. Et jamais, au grand jamais, ceux qui sont dans une forme d'incivilité ou de rébellion avec le système s'attaquent jamais à leurs voisins, jamais à leurs pères, jamais aux gens qui les ont vus grandir, très rarement. En réalité, cette insécurité, elle est un peu, on va dire, reprise et stigmatisée par les médias. Et donc, de ce fait, les parents ont peur et subitement, il y a une rétraction, on est dans une société qui s'isole par la peur. Donc, effectivement, pour lutter contre ça, il faut absolument faire la preuve que les enfants peuvent se saisir des espaces publics à tout prix et bien les vivre et justement pacifier les espaces publics par leur présence. Et réinsuffler de la sérénité, comme vous disiez, Nadia Monet. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la place des ados dans tout ça, qui sont plus vraiment des enfants, pas encore des adultes. Comment est-ce que là aussi on peut leur créer de l'espace dont ils puissent profiter? Nadia Monet, comment est-ce qu'on peut intégrer la part des ados dans cette réflexion? Oui, effectivement, les ados sont encore les plus... les enfants sont peu consultés dans la fabrique de la ville, mais les ados encore moins. Oui. Voilà, et souvent, quand ils sont présents dans l'espace public, c'est plutôt les garçons que les filles, en tout cas dans le cas de l'espace que je connais. Et c'est vrai que les filles, elles ont plutôt tendance de rester à la maison. Et pour le coup, c'est vraiment les peurs parentales. Il faut absolument qu'elles se souillent, etc. Mais en même temps, c'est pas que dans ces quartiers-là. Il y a des études, Michel Fize a montré très clairement que si on donne plus facilement liberté aux jeunes filles pour aller à l'école dès le CM2, les garçons, ils s'attardent un peu plus parce qu'on les considère tête en l'air, etc. Il y a des stéréotypes de genre qui jouent beaucoup dans ces autorisations ou interdictions de sortie. Et par contre, le jeune homme, quand il a obtenu l'autorisation de sortie sans ses parents, c'est bon, il a champ libre jusqu'à l'âge adulte. Alors que la fille, à partir de l'adolescence, de nouveau, il y a des tendances à les contrôler à nouveau et vouloir plutôt les avoir en intérieur qu'à l'extérieur. Donc et ça, c'est pas que pour les familles dites musulmanes qui auraient une religion différente. C'est aussi tout à fait valable dans les familles catholiques ou même sans religion, quoi. C'est quelque chose que Michel Fize avait vraiment mis en avant. Donc, ce qu'on fait, c'est toujours pas facile, quoi. Mais c'est de nouveau leur proposer des choses qui les intéressent, faire avec. Alors ça, je rejoins vraiment Marion sur cette question du faire avec. Ça permet aussi la présence adulte dans des espaces autorise à d'autres d'être là, et plus il y en a, plus on... James Jacob parlait très bien de ça, c'est plus il y a de monde dans les rues, plus elles sont tranquilles, sereines, etc. Parce qu'il y a les regards des autres qui sont là s'il y a besoin d'agir ou d'interagir s'il y a une situation inquiétante. Est-ce qu'on peut mettre la ville à hauteur d'ado, Marion Serre? Est-ce que c'est possible aussi de faire toutes ces échelles, la ville à hauteur d'enfants, d'adultes, puis d'ados au milieu? Oui, il faut même. Et il y a des bouts de ville, heureusement, qui le sont, parfois. Et ça, je pense que pour les adolescents, il y a un problème dans les centres-villes. Par exemple, c'est compliqué, en fait, de s'asseoir gratuitement
dans un centre-ville aujourd'hui. Les terrasses, il y en a partout et il y a peu de mobilier parce que justement on ne veut pas de points de fixation. Et en fait les ados, c'est ça, c'est des points de fixation dans l'espace public et c'est un problème. Et dans d'autres quartiers, par contre, il n'y a carrément pas de mobilier urbain et ni de terrasse d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui fait que les adolescents et adolescentes, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont aucun endroit pour se poser. Et se poser, en fait, c'est ça. L'ado, il se pose, il discute, il regarde, il refait le monde avec ses potes. Et si on part de là, en fait, de cette réalité vécue, c'est quoi ? C'est prendre son skate et skater, c'est se poser et puis s'essayer une petite gorgée de bière. Enfin, il y a plein de choses qui passent par là. Enfin, la transgression, en fait. Et c'est comment on permet la transgression dans l'espace public. Et pour la permettre, il faut à la fois pouvoir s'asseoir, se poser, mais aussi se poser à l'écart et du coup se cacher. Et se cacher, pas forcément très fort, mais en tout cas pouvoir se mettre un petit peu de côté. Et ça, la ville, elle permet pas ça non plus, en fait, de se mettre de côté. Parce que se mettre de côté, permettre à des gens de se mettre de côté, c'est aussi permettre à tout un tas d'autres gens indésirables de se mettre de côté, qu'on veut pas, etc. Donc en fait, quand on parle de la ville pour les enfants ou pour les ados, on parle aussi un peu de la ville pour tout le monde. Et en fait, tant qu'on n'arrivera pas à changer des manières de penser la ville, que tout ne doit pas se voir, que tout ne doit pas être figé, que tout ne doit pas être plat, en fait, c'est tout ça. Plus il y aura de la diversité formelle dans les surfaces, au sol, dans les assises qu'on propose, avec différentes hauteurs, effectivement. Et du coup, la hauteur basse pourra peut-être servir à une personne âgée, en fait, parce qu'il y aura eu un accoudoir, mais aussi un enfant. Enfin, tant qu'on ne sera pas capable, en fait, d'aller au-delà d'un espèce de zoning par population, là, ça va être les 3-4 ans, là, les 6-9, là, ce sera les vieux. Enfin, tant qu'on ne sortira pas de ça, mais que si on arrive, en fait, à créer de la diversité vraiment formelle, on arrivera à créer de la diversité d'usage et on arrivera à créer de la diversité de public. En tout cas, ça, c'est quelque chose auquel je crois. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à ce micro partager un petit peu de cette expérience de quartier de demain. Et merci à la Cité du patrimoine et de l'architecture qui nous accueille dans ces lieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Eh ben,